15 avril 2019, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'art, occasion de rendre hommage à Léonard de Vinci et à toutes ces personnes qui font de l'art un métier ou encore une passion. Noces de rubis pour le Centre de promotion sociale des aveugles. 35 ans au service de l'éducation et de l'insertion sociale des déficients visuels. Nous irons à la découverte du centre dans ce journal. Et puis, conscientes de leur vulnérabilité, les personnes atteintes d'albinisme ont formulé un plaidoyer à l'endroit de l'Union africaine. Suivez également dans ce journal l'essentiel de ce plaidoyer. 15 avril 1452, c'est la date de naissance de Léonard de Vinci, un artiste peintre italien dont les œuvres restent et demeurent célèbres. En sa mémoire, celle de ses œuvres et de son parcours, l'UNESCO a choisi le 15 avril de chaque année pour célébrer la Journée mondiale de l'art. Une journée pour porter un nouveau regard sur les métiers d'art et les artistes dans le monde. Patrick Adiagbojou nous en parle davantage dans ce commentaire sur Image. 15 avril 2019, c'est la journée mondiale de l'art. Célébrer la journée mondiale de l'art, c'est porter un nouveau regard sur ces différentes formes d'expression et surtout rendre un hommage à ces artistes qui, pour nourrir une passion, en font un métier. L'art s'exprime et parle, il enrichit, vivifie et fortifie. Et pourtant, en faisant une rétrospection dans le calendrier des journées mondiales, il est aisé de constater que peu d'importance est accordée à l'univers des arts. Pour preuve, juste une journée mondiale de la poésie est célébrée le 21 mars de chaque année. Je m'exprime sans crainte ni hésitation. Je m'adresse à tous ceux à qui on a inculqué la peur. C'est en 2012 que la première journée mondiale de l'art a été organisée dans le monde, à l'initiative de l'Association internationale de l'art, appuyée par l'UNESCO. Cette année, pour célébrer l'événement, la communauté internationale a choisi de réfléchir sur le thème « Signature des terroirs », valoriser l'empreinte des métiers comme signature locale. Pour la petite histoire, l'UNESCO a choisi la date de naissance de l'artiste peintre italien Léonard de Vinci, né le 15 avril 1452, pour célébrer l'art et les artistes dans le monde. Il existe une dizaine de métiers d'art, tels que premier art, l'architecture. La sculpture est considérée comme le deuxième art. Troisième art, les arts visuels qui regroupent la peinture et le dessin. La musique est communément appelée le quatrième art. Cinquième art, la littérature, qui englobe la poésie, les romans et tout ce qui se rattache à l'écriture. Tandis que les arts de la scène, que sont la danse, le théâtre, le mime et le cirque, sont appelés le sixième art. Septième art, le cinéma. Les arts médiatiques, à savoir la radio, la télévision et la photographie, sont nommés le huitième art. 9e art, la bande dessinée. Et puis, 10e art, le jeu vidéo et le multimédia. Bonne fête donc à tous les artistes. Le Centre de promotion sociale des aveugles fête ses 35 ans d'existence. Ce centre offre l'opportunité aux déficients visuels d'avoir accès à un enseignement de qualité. Il compte aujourd'hui 120 apprenants repartis de la maternelle à l'université. Dans ce reportage, Louis Koulogbo et Amandine Agnamosso nous emmènent à la découverte de ce centre. Créé en octobre 1983, le Centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya est une structure qui s'occupe de la formation des apprenants déficients visuels. Nous avons dans l'enceinte du centre une école primaire qui part du CI jusqu'au CM2. Mais avant ça, nous avons aussi une école maternelle qui, à partir de cette année, est rendue inclusive. Ça veut dire que les petits voyants
viennent dans l'enceinte de l'école maternelle aux côtés des enfants non-voyants. C'est le programme officiel en vigueur au Bénin qui s'exécute dans ce centre. Il y a des activités comme la réadaptation qui est réservée aux aveugles tardifs, c'est-à-dire ceux que la cécité a rattrapés en cours de chemin. Et au niveau de la réadaptation toujours, nous faisons ce qu'on appelle les activités de vie journalière. Lorsqu'on devient aveugle, il faut quand même savoir faire la cuisine, il faut savoir laver son linge, il faut savoir faire le ménage. 35 ans d'existence pour ce centre et le bilan est satisfaisant. Le regard a changé, les préjugés sont tombés. On ne dit plus que c'est une malédiction, que c'est des gens qui sont condamnés à la mendicité, mais on voit des personnes, des femmes et des hommes qui sont capables de participer, de contribuer à la construction de la nation. Depuis sa création, le Centre de promotion sociale a déjà libéré plusieurs cadres sur le marché du travail. Il offre également des formations professionnelles. Ce centre m'a beaucoup aidé à briser la timidité, à oser face aux défis de la vie. Et c'est essentiellement à travers le sport et le théâtre qui ont contribué à la gloire de cette maison. J'ai commencé avec la première promotion, nous étions 15. Nous avions vécu des moments très importants. À 15, on se soutenait, on était très solidaires. L'essentiel pour nous, c'est que tout le monde puisse aller de l'avant. Tout n'est pas rose, le centre est confronté à plusieurs difficultés. Lorsqu'on ne voit pas et qu'on doit quitter, c'est le seul centre à Cotonou, dans le sud pratiquement, qu'on doit quitter un quartier lointain, prendre Zémidjan parce que les parents ne sont pas toujours disponibles, on s'expose à l'insécurité, on s'expose à beaucoup de difficultés. Donc l'idéal, c'est de les avoir sur place, dans un internat. Cela leur offrirait des conditions, de bonnes conditions d'études et de vie. Le défi de la scolarisation des déficients visuels est relevé, mais leur insertion professionnelle n'est pas encore effective. D'un handicap à un autre, on s'intéresse à présent aux personnes atteintes d'albinisme. Du 1er au 5 avril 2019 s'est tenue à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, la 3e réunion du comité technique spécialisé pour le développement social, le travail et l'emploi. Entre autres questions abordées, le sort des personnes atteintes d'albinisme. Franck Roussa, membre de la délégation béninoise, nous parle ici du plaidoyer qui a été formulé lors de la rencontre. Il est au micro de Edwige Agossou et Lazare Migrant. L'objectif de cette réunion est de faire un plaidoyer auprès de l'Union africaine afin que cette institution adopte le plan d'action régional pour l'albinisme comme annexe au protocole à la Charte africaine des droits de l'homme relatif aux droits des personnes handicapées. Puisque ce protocole mentionne les personnes atteintes d'albinisme, il est de bon ton quand même que le plan d'action régional y soit annexé. C'était pour nous l'occasion de pousser le comité à proposer donc l'adoption de ce plan d'action régional par le Conseil des ministres des Affaires sociales qui s'est tenu à Addis Abeba. L'une de nos recommandations phares, que l'Union africaine désigne un sachant atteint d'albinisme qui s'occupe de des questions de l'albinisme en son sein et que ce sachant-là ait pour tâche aussi de travailler avec les pays afin que les pays aient un représentant de l'albinisme au ministère des Affaires sociales ou bien au ministère des personnes qui s'occupe des personnes handicapées dans chaque pays. Hors du Bénin, à présent, le ralentissement de la croissance économique et la baisse de la demande électrique pourraient freiner l'ambition du Kenya de mettre en service sa première centrale nucléaire dès 2027. Cette affirmation a été faite par le président du Conseil kényan de l'énergie nucléaire. Le programme pourrait donc prendre un retard de 10 ans environ. Principale cause, le ralentissement de la croissance économique du pays prévu pour s'établir à 6,3% pour l'année 2019. Avec cette centrale, les autorités espéraient mettre à disposition de l'énergie durable et abordable pour le financement des programmes de développement.
Protéger les populations et éviter les dégâts en cas d'inondation en saison de pluie, c'est l'objectif des autorités ivoiriennes. L'opération de déguerpissement des personnes logées dans les zones à risque a commencé. Le reportage de Grace Kando. Cet engin marque le démarrage de cette opération de déguerpissement des populations du quartier Fanny, cité Béni, dans la commune de Yopougon. Le site nous a été vendu par les chefs du village Agban-Atier. C'est le vendredi qu'on a reçu la mise en demeure de partir sans délai. Donc nous, on a fait une réunion avec tous les villageois. Et puis aujourd'hui, on a envoyé une délégation au plateau pour aller rencontrer ceux qui nous envoyaient les papiers là. Pendant qu'ils sont là-bas, on apprend que les machines sont là. On n'a pas eu le temps d'avoir un autre site de recasement. On ne sait pas où il faut aller, les enfants. On est avec les enfants ici, ils vont à l'école. On est dans le quartier, ça va, mais s'ils ont cassé vraiment, on ne sait pas où il faut aller. On ne sait même pas où il faut mettre la tête. Selon l'Office national de l'assainissement et du drainage, ces populations sont installées dans une zone inondable du barrage écrêteur du Banco, une cuvette de rétention des eaux pluviales. Un barrage écrêteur, c'est un ouvrage qui est construit pour contrôler les débits de l'eau, pour éviter les dégâts en aval. Donc le barrage est construit à la lisière de la forêt du Banco et dans son fonctionnement normal, il est fait pour arrêter l'eau et créer une zone d'inondation en amont. Et ce quartier est situé dans la zone qui est censée être inondée dans le fonctionnement du barrage. Si la zone est inondée, c'est eux qui seront inondés, donc c'est en premier lieu pour les protéger. Des actions similaires seront menées dans d'autres communes du district d'Abidjan, selon l'Office national de l'assainissement et du drainage, pour éviter des dégâts en cette saison de pluie qui s'annonce. Ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres nouvelles.